Il y avait une fois, dans une ville de Perse, deux frères nommés Qasim et Ali Baba. Qasim était riche, tandis qu'Ali Baba était pauvre. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, il allait couper du bois dans la forêt voisine et le ramener à la ville pour le vendre, chargé sur 3 ânes qui constituaient toute sa fortune. Un jour, Ali Baba achevait de couper sa charge de bois lorsqu'il distingua une troupe de cavaliers qui s'avançait dans sa direction. Craignant d'avoir affaire à des voleurs, il abandonna ses ânes et monta sur un gros arbre touffu. Les cavaliers mirent pied à terre. Ils étaient 40. Le chef de la bande se dirigea vers un rocher situé près du gros arbre où Ali Baba s'était réfugié, écarta les broussailles et prononça: « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, une porte s'ouvrit, les brigands s'y engouffrèrent, le chef entra le dernier et la porte se referma sur lui. Après un bon moment, la porte se rouvrit, livrant passage aux 40 voleurs. Quand ils eurent tous défilé, le chef dit solennellement: « Sésame, referme-toi !» Et la porte se referma. Sur ce, chacun enfourcha son cheval, et la bande disparut. Aussitôt, Ali Baba quitta sa cachette, écarta les broussailles et découvrit une porte. Il se rappelait la phrase magique: « Sésame, ouvre-toi !» prononça-t-il. Instantanément, la porte s'ouvrit et Ali Baba aperçut une immense grotte, emplie de marchandises et surtout de pièces d'or et d'argent empilées dans de grands sacs de cuir. Sans perdre de temps, il réunit autant de sacs d'or que pouvaient emporter ses 3 ânes. Quand ils furent chargés, il prononça la formule magique: « Sésame, referme-toi !» et la porte obéit. Content de son aubaine, Ali Baba revint chez lui et devant sa femme vida le contenu des sacs, qui fit un gros tas d'or. Celle-ci, désireuse d'évaluer ce trésor, alla demander à la femme de Qasim de lui prêter une mesure. Mais cette dernière, désireuse de savoir quelle sorte de grain la femme d'Ali Baba entendait mesurer, enduisit le dessous de la mesure d'une légère couche de suif. En entrant chez elle, la femme d'Ali Baba posa la mesure sur le tas d'or, qu'elle se mit en devoir d'évaluer, puis reporta celle-ci à sa belle-sœur. Le premier soin de la femme de Qasim fut de regarder le dessous de la mesure, et quelle ne fut pas sa surprise en voyant une pièce d'or attachée à la couche de suif. Son mari ne fut pas plus tôt auprès d'elle qu'elle le mit au courant de sa découverte. Aussitôt, Qasim alla trouver son frère qui, cédant à son bon naturel, l'instruisit des paroles indispensables pour pénétrer dans la grotte et pour en sortir. Le lendemain, de bon matin, Qasim quitta sa maison avec toute une troupe de mulets chargés de grands coffres pour s'emparer du trésor. « Sésame, ouvre-toi !» prononça-t-il quand il eut trouvé la porte. Elle s'ouvrit, puis se referma dès qu'il fut entré. Qasim tomba dans une profonde admiration en face des richesses accumulées en ce lieu. Puis, s'emparant de tant de sacs d'or monnayés qu'il put en porter, il se dirigea vers la porte pour sortir,
Mais il ne se souvint plus de la porte exacte et dit « Orge, ouvre-toi ». La porte ne s'ouvrit pas. Cassim en conçut un tel effroi qu'il lui fut impossible de retrouver le mot magique. Soudain, il perçut le bruit d'un galop de chevaux. Il s'avança tout près de la porte et, dès qu'il s'ouvrit, sortit si brusquement qu'il renversa le chef des voleurs. Mais les brigands se jetèrent sur lui et l'exterminèrent sans pitié. Ils pénétrèrent ensuite dans leur repère et remirent en place les sacs abandonnés par Cassim sans s'apercevoir qu'il en manquait d'autres. Puis, ils coupèrent en 4 le cadavre et retournèrent à leur exploit. Cependant, à la nuit close, la femme de Cassim, ne voyant pas revenir son mari, s'alarma et alla chez Ali Baba, qui partit immédiatement avec ses 3 ânes. En arrivant près du rocher, il aperçut une large tache de sang devant la porte. Il prononça les paroles miraculeuses, la porte s'ouvrit et il vit le corps de son frère affreusement dépecé. Il réunit ses restes en 2 paquets, qu'il chargea sur un de ses ânes en les dissimulant avec du bois. Sur les 2 autres bêtes, il mit des sacs pleins d'or et reprit le chemin de la ville. Elle laissa à sa femme le soin de décharger les 2 ânes qui portaient d'or et conduisit le 3e chez sa belle-sœur. Il fut reçu par Morgiane, une esclave adroite et ingénieuse. Mais comment faire pour que personne ne sache qui s'était passé? Ali Baba, avant d'enterrer le corps, le fit recoudre par un savetier, Baba Mustapha, pour que celui-ci ne reconnaisse pas la maison de Cassim. On lui banda les yeux en chemin. Cassim enterré, Ali Baba décida d'aller habiter avec sa femme dans la maison de son frère. Cependant, les voleurs avaient compris que quelqu'un en plus de Cassim connaissait leur secret. Le chef envoya l'un de ses hommes en ville pour essayer de découvrir qui avait emporté le cadavre. S'il ne réussissait pas, il serait mis à mort à son retour. Arrivé à la ville, le voleur rencontra Baba Mustapha et celui-ci lui raconta qu'on lui avait mené dans une maison, les yeux bandés, pour recoudre un mort. « Si je vous bande les yeux, dit le voleur, vous pourrez peut-être vous rappeler le chemin parcouru. Venez donc avec moi. Comme récompense, voici une pièce d'or. » Le petit vieux se leva et conduisit le voleur jusqu'à l'endroit où on lui avait bandé les yeux. « C'est ici que l'on m'a mis un bandeau. Je suis parti ensuite dans cette direction. » Le voleur avait un mouchoir tout prêt. Il banda les yeux de Baba Mustapha, qui se laissa conduire. « Je crois bien que je ne suis pas allé plus loin, » dit le savetier au bout d'un moment. En effet, il se trouvait devant la maison de Cassim. Avant de lui ôter le mouchoir des yeux, le voleur fit rapidement une croix sur la porte. Puis, il lui demanda s'il connaissait le propriétaire de la maison. Mais Baba Mustapha n'était pas du quartier et répondit que non. Voyant qu'il n'apprendrait rien de plus, il laissa le vieillard retourner dans sa boutique et se dirigea vers la forêt, sûr d'être bien reçu par son chef. Quelques instants plus tard, Morgiane, l'esclave de Cassim, sortit de la maison. Comme elle était adroite et très fine, elle remarqua tout de suite le signe fait sur la porte. « Que signifie cette marque ?» dit-elle en elle-même. « Il vaut mieux être prudent. » Morgiane prit une craie et fit des marques semblables sur les portes voisines. Le brigand avait raconté son histoire aux autres et tous, la nuit venue, prirent la route de la ville, mais quand ils arrivèrent à l'endroit indiqué,
Ils virent que toutes les portes avaient le même signe. Toute la troupe retourna à la forêt et le voleur fut mis à mort. 2 ou 3 jours plus tard, un autre voleur fut envoyé en mission. Il agit de la même manière et marqua une croix rouge sur la porte indiquée par Baba Mustapha, puis il retourna dans la forêt. Mais comme la dernière fois, Morgiane vit la croix et fit exactement la même sur toutes les maisons de la rue. Ainsi, quand la troupe de voleurs arriva, elle fut aussi déçue que la fois précédente. Le deuxième voleur fut tué. Le chef furieux contre ses hommes décida d'agir seul. Il alla en ville, donna de l'or à Baba Mustapha et parvint ainsi devant la maison de Cassim. Mais au lieu d'y faire un signe quelconque, il la regarda tellement bien que tous les détails se gravèrent dans sa mémoire. Il retourna à la caverne et dit à ses hommes: « Le moment est venu de nous venger. J'ai tellement bien regardé la porte que je suis sûr de la reconnaître. Voilà quel est mon plan. » En quelques mots, le chef des voleurs expliqua à sa troupe ce qu'il avait décidé. Puis il envoya ses hommes acheter 19 mulets et 38 grandes outres de cuir pour transporter l'huile. Mais une seule outre était pleine d'huile. Dans les 37 autres, le chef fit mettre les voleurs avec les armes qu'il avait jugées nécessaires. Puis il referma les outres en ne laissant qu'une toute petite ouverture pour que les hommes puissent respirer. Quand tout fut prêt, les mulets furent chargés de 2 outres chacun, les 37 outres contenant les hommes et une remplie d'huile. Le chef se mit à la tête du convoi, prit le chemin de la ville et alla frapper à la maison d'Ali Baba. « Seigneur, lui dit-il, j'amène l'huile que vous voyez pour la vendre demain au marché. Mais à l'heure qu'il est, je ne sais où aller loger. Pourriez-vous me recevoir chez vous pour la nuit? Je vous en serai très reconnaissant. » « Vous êtes le bienvenu, dit Ali Baba. Entrez. » Aidé des domestiques, le chef des voleurs déchargea ses mulets et rangea ses outres dans la cour. Puis, il suivit Ali Baba dans la salle où l'on servait le dîner. Quand la nuit fut complètement tombée, le chef des voleurs alla dans la cour et s'approchant des outres, il dit à mi-voix: « Quand je jetterai de petites pierres de la chambre où l'on me loge, ouvrez vos outres en les fendant du haut en bas et sortez, je serai là. » Cela fait, il rentra. Au cours du banquet, Morgiane s'aperçut qu'il n'y avait plus d'huile à la maison et que les lampes allaient bientôt s'éteindre. « Va donc en prendre un peu dans les outres de ce marchand, » lui dit l'une des esclaves. Morgiane, munie d'une cruche, alla dans la cour. Quand elle se fut approchée du premier vase, et elle entendit une voix qui disait: « C'est le moment ?» Tout autre que Morgiane se serait effrayée et aurait crié au risque de causer le malheur de toute la maison. Mais cette esclave courageuse et intelligente comprit vite ce qui avait dû se passer. Aussi il répondit à voix basse: « Non, pas encore. » Elle passa près de toutes les outres et à chaque demande, elle fit la même réponse. Enfin, elle trouva la seule outre qui était pleine d'huile. Elle en remplit sa cruche et retourna à la cuisine. Là, elle prit un grand chaudron qu'elle alla remplir à l'outre des voleurs. De retour de sa cuisine, elle alluma un grand feu et y mit le chaudron. Quand l'huile commença à bouillir, l'esclave retira le chaudron du feu, se dirigea de nouveau dans la cour sans faire de bruit. Puis,
elle versa de l'huile bouillante dans chacune des outres. Les voleurs, surpris, ne poussèrent même pas un cri. Pendant ce temps, le banquet continuait. Morgiane devait exécuter une danse en l'honneur de l'invité. Aussi se dépêcha-t-elle d'aller s'habiller. Elle cacha dans la manche de sa veste un poignard et se dirigea dans la salle du repas. Sur un signe de son maître, Morgiane commença à danser. Elle était souple et légère, et le chef des voleurs, émerveillé, semblait oublier qu'il était là pour tuer Ali Baba. Mais soudain, Morgiane s'approcha de lui et le poignarda. « Malheureuse !» cria Ali Baba. « Qu'as-tu fait ?»« Je t'ai sauvé, toi et ta famille, » répondit Morgiane. « Suis-moi plutôt dans la cour, » poursuivit-elle. Ali Baba ne dit mot et suivit la servante dans la cour. Là, Morgiane ouvrit les outres, l'une après l'autre, sous le regard de plus en plus étonné de son maître. Quand il eut compris ce qui s'était passé, Ali Baba regarda Morgiane et lui dit « Morgiane, pour te prouver ma reconnaissance, je te demande d'accepter mon fils comme mari. » Quelques jours plus tard, après avoir fait disparaître les corps de 38 voleurs, Ali Baba célébra les noces de Morgiane et de son fils. Cependant, Ali Baba n'avait pas oublié la grotte merveilleuse, mais il n'osait y retourner parce qu'il supposait que les deux autres voleurs étaient encore vivants. Mais au bout d'un an, quand il eut vu que personne ne l'avait inquiété, il retourna dans la forêt comme par le passé. Il retrouva le rocher et prononça les paroles magiques. La porte s'ouvrit et il comprit que personne n'avait dû y venir depuis la mort des 38 voleurs. Désormais, Ali Baba était le seul à connaître les paroles magiques et la grotte mystérieuse. Il fut généreux avec tout le monde et vécut dans une grande splendeur ainsi que ses descendants.